Nous vivons dans une société de performance, c'est-à-dire une société très exigeante envers ses membres. Une société où les gens se comparent beaucoup, se jugent beaucoup les autres, et aussi, pour se protéger de tout ça, se referment un peu dans leur bulle. Et bien sûr, ça va engager une réaction très importante parce que chacun a besoin de se sentir uni aux autres, uni à l'humanité. Donc, ça va engager des phénomènes de dépendance affective. Si enfin je trouve quelqu'un à qui je peux m'unir, je vais m'y accrocher. Alors aujourd'hui, avec mes 4 invités, Pauline Lapointe, Daniel Ouimette, Éric Rémy et André Montmorency, nous allons observer ensemble le phénomène de dépendance affective. Nous allons apprendre qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, jusqu'où ça mène et comment est-ce qu'on en sort. Bonjour, mon nom est Daniel Ouimet, animatrice. La dépendance affective, une grosse bébite qui m'a mangée pendant longtemps. Fort heureusement, elle m'a laissée. André Montmorency, comédien, metteur en scène, écrivain, peintre, candidat sérieux à la maniaco-dépression, dépendant affectif, mais j'ai toujours sur moi mon psychiatre de poche. Je couche tous ces beaux problèmes sur une belle grande toile blanche et le tour est joué. Pauline Lapointe. Je suis comédienne, entre autres. Et puis, pour moi, la dépendance affective, c'est quand le centre de sa vie est l'autre au lieu de soi. Je m'appelle Éric Rémy. Je suis journaliste artistique, animateur radio, chroniqueur télé. Et pour moi, la dépendance affective, c'est la racine de tous les maux, de toutes les dépendances. C'est les grandes racines avec lesquelles on doit vivre toute une vie. Alors d'abord, je dois vous remercier d'avoir accepté mon invitation. C'est gentil. Pour parler d'un sujet délicat qui n'est pas toujours très à la mode, la dépendance affective. Et bien sûr, l'objet de l'émission, c'est de voir comment chacun est impliqué, chaque spectateur aussi est impliqué dans cette chose-là et nous faire une démarche. Alors je dirais que d'abord, Pauline, tu nous parles un petit peu de ce thème-là, de la dépendance affective. Comment tu as réalisé ça dans ta vie, à travers quelle sorte d'expérience, à travers quelle sorte de... Ah, merci. Je crois que j'ai été dépendante affective toute ma vie, de très jeune, étant une jumelle. Moi, je l'ai vécu dans l'osmose. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré ça sur mes relations amoureuses avec mes chums. Mais j'ai eu, avant mes chums, il y a eu mon père aussi. La seule place où j'ai pu vivre ma dépendance affective à 100%, c'est avec mon père. Alors, évidemment, j'ai essayé de... Une osmose complète ou un sentiment, en tout cas, d'union profonde? Oui, pendant pas juste jeune, ça s'est développé. Et puis, vers la fin de sa vie, j'étais sa confidente et j'étais très proche de lui. Et lui, il avait toujours réponse à mes questions. Il venait toujours remplir le vide que je pouvais avoir. Il était extrêmement présent. C'était une relation incestueuse. On n'avait pas de rapport sexuel, mais pour le reste, tout était là. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai transféré ça sur mes relations amoureuses. Alors, mes chums, tous les chums que j'ai eus dans ma vie, c'est presque, oui, tous ceux que j'ai vraiment aimés, là, je peux en compter 6 maintenant, là. J'ai toujours été dépendante affective. Puis comment ça se manifestait en termes concrets, cette réalité-là? Eh bien, c'est la jalousie là-dedans, la passivité, la soumission, oui, qu'est-ce qu'il y a? Pas de la soumission, parce que j'ai un caractère, mais... Moi, je trouvais mon bonheur dans le bonheur. On s'en était rendu compte. Moi, je trouvais mon bonheur dans le bonheur de l'autre. Je me disais, si l'autre est heureux, moi, je suis heureuse. Alors, je m'oubliais complètement. Mais ça a l'air altruiste, mais ça ne l'est pas partout. C'est complètement égoïste, égocentrique. Parce que si l'autre est heureux, toi, tu es heureux. Tu sais. Mais là, toi, tu n'existes plus.
Et bon, ça amène, oui, justement, la jalousie, la possessivité. Autant je peux avoir confiance en moi dans la vie, dans mon travail, dans mes relations amoureuses, je pense que je dois être insécure parce que j'ai peur que ça se termine. J'ai peur que l'autre... Ben ça, c'était plus jeune, j'avais peur que l'autre meure. Comme mon père est mort, j'avais peur de... En fait, c'est l'abandon, la peur du rejet. Et la jalousie, la possessivité. Et c'est des choses que j'ai soignées, mais je suis encore ouverte à l'amour, mais faut plus que je retombe là. Écoute, c'est souffrant pour moi, puis c'est souffrant pour l'autre. Sauf que la jalousie, la possessivité, faire des choses qui sont pas correctes, là. Genre. Oh, toi... Tu veux pas qu'on fait ça, ça à la TV, toi, là? Ah ben oui, genre qu'on fait... Quand, ça m'est arrivé seulement dans une relation de faire ça, mais parce que c'est devenu... Le gars en question me trompait, je l'ai su, j'ai su qui c'était, je la connaissais pas, on s'est parlé au téléphone. Alors, ça a fini que tu deviens comme un... T'es comme un enquêteur. Je poignais, il changeait son numéro de boîte vocale, je le trouvais, je pouvais écouter ses messages. J'ai fait des affaires épouvantables. Mais c'était un déclic pour toi, je suis allée dans cette déclencheur. relation-là, je suis allée dans des places où j'étais jamais allée. Et je crois que c'est la dynamique de couple qu'il y avait entre lui et moi qui a fait que je me suis rendue là. Donc, plus jamais. Puis tu n'as plus le goût de visiter cette chose. Ah non. Non. Bien. L'autre, il me flatte, l'autre, il me sourit, c'est bon. Ça te parle-tu un peu? Oh, oui, Éric, oui, mais non. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui te parle là-dedans? Qu'est-ce qui te rend bien, c'est sûr qu'on s'identifie quand on vit la dépendance affective à... Parce que c'est intéressant, parce qu'on dit souvent que c'est plus les filles qui vivent ça, mais toi, tu es un homme, André est un homme, Je sais pas. Écoute, je te pose la question, est-ce que c'est plus féminin que masculin? Ah, moi, je pense pas ça du tout. Non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce que Pauline vient de dire. Je pense que les gars le montrent moins. C'est très, très caché. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est d'autant plus dépendant. Mais non, effectivement, je me reconnais beaucoup dans ce qu'elle dit. Mais moi, ça m'a pris du temps avant d'identifier ça. Ça fait pas longtemps, je pense que c'est quoi, en mai 2002, que j'ai enfin pu mettre un mot sur ce que je ressentais depuis ma naissance. Comment ça... Oui, c'est ça. C'est quoi ce ressenti-là? Comment tu le décrirais? Comment tu le... La dépendance affective, comment je décrirais ça? Oui. Cette affaire-là que tu vivais, mais que tu ne savais pas ce que c'était. Écoute, c'était un mal. À chaque fois que j'étais en relation, ça faisait mal. Puis à chaque fois que ça faisait mal, ça m'attirait. Quand j'avais des relations qui avaient de l'allure, ça ne m'attirait pas. C'était pas il y avait une attirance. Il n'y a pas de kick là, ouais. Comment ça s'appelle, je J'ai fait de chasse pour toi. Mais c'est ça. Ça fait mal. On a plus l'impression d'exister. Oui, je pense que c'est ça qui est en jeu. Oui, tout à fait. Aussi, bon, Pauline parlait de la peur. Moi, la peur de la mort m'a habité toute ma vie. Mais souvent, la peur de la mort, c'est la peur de la vie. Hein? C'est peur d'exister. On a la peur du rejet, on a la peur de l'abandon. Moi, je suis né prématuré à 7 mois. Je devais mourir à ma naissance. J'ai rapidement été séparé de ma mère. Ma mère est morte, j'avais 10 ans. Et ça fait pas longtemps que j'ai appris que, dans le fond, ce que je reproduisais dans mes relations, c'était que je voulais sauver ma mère. Et je regarde le profil de toutes les conjointes que j'ai eues, ou à peu près toutes, celles qui ont vraiment compté dans ma vie, elles ressemblaient énormément, physiquement même, avec leurs traits, à ma mère. Mais ça m'a pris 40 et quelques années avant de découvrir ça, là. Oui, parce que, c'est ça, il y a un aspect qui est l'aspect peut-être de la dépendance affective à cause du manque qui était là, qui était un traumatisme à ce niveau-là. Mais il y a aussi l'aspect où tu as voulu sauver aussi. Ah, moi, je suis sauveur. Présent. Oui, je suis sauveur. Je veux dire, je suis pas loin de Mère Teresa, là. Mais c'était ça que ça me prenait. C'était ça qui m'allumait. Si j'avais pas cette motivation-là, il n'y a rien qui m'allumait. Donc, tu tombais en amour avec des gens qui avaient besoin d'être sauvés. J'identifiais rapidement quelqu'un qui avait besoin de moi, puis je devenais, quelque part, son sauveur, oui. Étais-tu très possessif? Ça dépend. J'ai eu certaines relations où j'étais très possessif, d'autres où je l'étais moins, où c'était l'inverse. C'est drôle, il y avait des dynamiques. Mais j'ai eu des épisodes de possessivité assez graves. Moi, j'ai vu le côté très sombre d'Éric. Puis c'est pas beau de se voir comme ça, tu sais. On n'est pas bien là-dedans. Là. Je veux un exemple, moi. Je vais donner un de moi. Oui, c'est vrai. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, écoute. Mon Dieu, les exemples, il y en a tellement. C'est tellement négatif en plus. J'ai de la misère à les fouiller là. Je vais le faire pour toi. J'ai vécu le désespoir à attendre quelqu'un à la maison.
Le grand désespoir. Tous connu ça. Quand la nuit tombait, Ah, bon. le jour ça allait, mais quand la nuit tombait, c'était le désespoir. Je ne vivais qu'une seconde à la fois, attendant que le retour de cette personne à la maison. Ah oui, on a tous connu ça. Ouais. C'est ça. Je pourrais bien sûr vous en dire plus, mais j'ai moi-même encore de la difficulté à, bien que j'ai fait quand même un cheminement là-dessus, mais j'ai de la difficulté à partager ça parce que c'est pas beau. C'est le... Mais ça nous rencontre tous, par exemple. Tu sais. Bien sûr. Moi, je raisonne aussi à ça. On a tous vécu cette Oui. attente-là, Mais ce que vous désespérée pouvez de l'autre. imaginer de pire, c'est ça que j'ai fait. Je l'ai fait. Puis c'est ça. Tu descends, c'est une descente aux enfers. C'est la dépendance affective, pour moi, c'est un trou sans fond. J'ai donc essayé de le combler de toutes les façons, de toutes les manières. Je l'ai fumé, je l'ai bu, je l'ai travaillé, je l'ai baisé, je l'ai dépensé. J'ai jamais réussi à remplir ce trou-là. Jamais. Maintenant, heureusement, ton émission va sûrement aider bien des gens qui se posent des questions, peut-être, à savoir c'est quoi qui les habite, tu sais. Mais moi, ça m'a pris tout ce temps-là avant de enfin mettre un nom sur mon mal. Avant, je n'avais que le mal, je n'étais pas capable de l'identifier. C'est tabou, hein? Et j'écoute ça, moi, puis je me dis, la dépendance affective, finalement, c'est d'être incapable de vivre avec soi-même. C'est beaucoup ça. C'est un bout de ça. Un bout de ça. Oui, c'est un bout de ça, c'est ça. C'est vraiment être centré Sur l'autre. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment l'aspect de laisser de côté tes propres goûts et tes propres envies, ou de ne pas être même stimulé par tes propres goûts, tes propres envies, pour te mettre au service des goûts et des envies de l'autre. Il y a une chanson qui décrit bien la dépendance affective. Ah oui? Absolument. Laquelle? Celle de Jacques Brel. C'est l'hymne national de la dépendance Ben oui. affective. Mais quand j'ai entendu... La première fois que j'ai vraiment porté attention à cette chanson-là, j'ai fait, c'est ça. Ça, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. L'ombre de ton ombre, Hey. l'ombre de ton chien. Ton chien. Hey, j'ai été l'ombre de... J'ai fait ça, moi. J'ai fait ça pour être aimé. C'est ça. C'est Oui. pire, en plus. Oui, c'est ça l'autre aspect qui me manquait dans ma phrase, c'est ça, c'est que tu t'abandonnes tes propres goûts, tes propres envies, tu te sers les goûts, les envies de l'autre pour être aimé, avoir un peu d'amour en retour et te sentir reconnu, sentir que tu existes, avoir un peu d'attention. Et tu ne l'as pas nécessairement. Non, c'est une mais quand t'es stratégie dans l'attente. qui est vouée à l'échec. Absolument. C'est une dynamique qui fonctionne jamais. C'est ça. C'est que tu te sers de l'autre pour avoir, dans le fond, ce que tu devrais te donner à toi, tu sais. Indépendant affectif, c'est de donner tout le pouvoir à l'autre. Puis nous autres, ben, on n'a plus parce que c'est l'autre qui a tout le pouvoir. C'est ça, l'indépendant affectif. La fois où, à un moment donné, j'ai tout fait pour l'autre, c'est qu'à un moment donné, une fin de semaine, je l'ai emmené en voyage, j'ai tout payé, puis je me suis vidé, mais complètement le portefeuille, plus une scène dedans. J'arrivais chez nous, j'avais plus quoi manger, j'avais plus rien. Puis là, je l'ai pas appelé, c'est bien sûr, hein, on a l'orgueil, hein, que c'est bien sûr que j'ai mon orgueil. Puis là, c'est là que j'ai compris qu'à un moment donné, ça n'avait pas d'allure. Ça n'avait pas d'allure, j'avais même plus une scène pour m'acheter à manger, j'avais même plus rien. Puis je me suis dit, j'ai tout donné à l'autre, c'est quoi? Là, c'est vraiment dépendant dans le sens que je suis plus là, moi, là. La dépendance affective, c'est une bébête qui m'a mangé en dedans de moi. C'est une bébête qui m'enlève tout le pouvoir dans le sens qu'elle me disait des fois, tu dis tout le temps oui. Ben oui, elle me disait tout le temps oui pour plaire. Parce que quand tu es dépendant affectif, tu as peur de pas de l'autre. Pour pas perdre l'autre, oui, avec tous tes bouts, tu sais, mais tu vas pas perdre l'autre, mais dans le fond, tu t'appelles pas. Tu t'appelles pas. Avec le témoignage d'Éric Rémy, nous venons d'apprendre une chose exceptionnelle. En fait, la dépendance affective ne se conjugue pas seulement au féminin. Les hommes aussi sont dépendants, même très dépendants. Mais ils correspondent à une définition qu'on appelle en psychologie la codépendance. Je dépends de ce que l'autre dépende de moi pour exister. Et si on me retire la personne qui dépend de moi, moi aussi je tombe dans le vide, autant que celle qui se disait codépendante. Alors en fait, ce qu'on apprend surtout, c'est que, comme on dit en anglais, « it takes two to tango ». Ça en prend deux pour danser. On va voir ce que nos deux autres invités nous disent à propos de ça.
On va aller voir Daniel. Ben moi, c'était plus vicieux que ça. C'était beaucoup plus... Ah oui, c'est arrivé d'une façon très insidieuse. Il a fallu que ma mère meure pour que je puisse m'en sortir. Parce que ma mère m'aimait à outrance, ma mère m'aimait, m'adorait. Et je suis devenue donc ce qu'elle aurait voulu être elle-même. Et très jeune, elle m'a encouragée à être indépendante et à rentrer dans un travail où on me regardait et où on m'aimait comme elle m'aimait. Bon, donc j'ai identifié qu'il fallait que je sois impeccable pour qu'on m'aime. Et il fallait que je sois... Mais avec le temps, je me suis aperçue que c'était pas vrai. Ce métier-là était factice. Et qu'il y avait une vie réelle, une vie affective de tous les jours qu'il me fallait vivre et j'en avais terriblement besoin pour qu'on m'identifie moi. Et pour qu'on m'identifie moi, je cherchais l'homme qui allait m'aimer pour moi. Juste moi. Pas Daniel Ouimet, la star, pas la fille que ma mère dit qu'elle est merveilleuse, pas tous ceux qui disent « Ah, es-tu extraordinaire? » Non. Une vie normale à la maison où il voit mes colères, où il voit mes chagrins, où je peux lui parler de toutes mes affaires, etc., etc. Sauf que ça devient une dépendance épouvantable parce que plus tu veux qu'il reste, plus tu veux qu'il t'apprécie, plus tu t'enfonces dans des habitudes qui sont pas les tiennes. C'est-à-dire que là, tu te dis, ah ben oui, mais si je fais une colère parce qu'il rentre pas, il va m'haïr, puis il va me laisser, voyons donc. Et là, tu deviens fine. Tu deviens dépendante de son bon vouloir. Là, tu dis, ben je poserai pas, je chialerai pas parce qu'il vient pas manger avec moi ce soir. C'est un être libre. Appelle-le pas. Et là, tu passes ta soirée au téléphone en te disant, il va-tu appeler? Et là, tu finis par te dire, non, il m'aime pas. Et tu montes ça en épingle et tu restes chez toi, tu te dis, pourquoi il m'aime pas? Qu'est-ce que j'ai fait encore de croche? Et c'était toujours de ma faute. Et là, tu étais à la recherche de la moindre attention de ce gars-là. Il te donnait une niaiserie longue de même. Puis c'était comme si tu avais offert une affaire en or. Et je trouvais ça très terrible de vivre cette attente, de toujours avoir de l'amour de cette façon-là. J'ai même eu, à un moment donné, puisque vous demandez des exemples... Oui, non. Regarde-moi pas, Daniel. Je ne demandais pas, moi. Je me rappelle d'un gars que j'ai rencontré, mais je l'aimais, là. Oh, écoute, tu disais son nom, là. Le cœur m'allait vite comme ça. Et il m'a dit quelque chose qui m'a... D'ailleurs, qui a été, je m'excuse quasiment vous donner une solution, mais qui m'a beaucoup ouvert, dans mon cas à moi. Il m'a dit, Daniel, t'es trop fine, j'en peux plus, j'étouffe. Et j'ai dit, j'étouffe. Il dit, je me lève le matin en me demandant qu'est-ce que j'y ferais bien pour y faire plaisir. Je suis épuisée de penser à toi. Et j'ai dit, oh mon... Et que c'est vicieux. Que c'est vicieux. Et ça m'a beaucoup guéri. André? Moi, je suis dans un état assez particulier parce que je les écoute tout à l'heure. Je fais une sorte de thérapie. C'est ça que je suis en train de découvrir. C'est que j'ai toujours vécu avec des gens qui n'étaient pas mon genre physiquement. Parce que je me protégeais quelque part. Et ça, je l'ai compris quand le drame de ma vie est arrivé. C'était en 90. C'était d'abord en 87, j'ai décidé de vivre seul. J'avais eu trois vies de couple. J'ai décidé de vivre seul pour découvrir en 87 que, enfin, je commençais à m'occuper de moi. Enfin, je commençais à écrire. Enfin, ça allait bien de faire des mises en scène. Je m'éclatais complètement. Je ne travaillais que pour moi. Sauf que pour la sexualité, j'avais réglé le problème dans ce sens. Je dis, bon, ben, écoute, il y a des prostituées, pourquoi pas? Tu comprends-tu? C'est un service comme un autre. C'est comme aller dans un bon restaurant. Et là, il m'est arrivé la pire chose qui pouvait arriver à quelqu'un, c'est qu'un jour, après avoir rencontré un gars, le gars qui est arrivé chez moi, c'était l'ultime fantasme. C'était le fantasme que j'avais toujours rêvé d'avoir dans mon lit. Je souhaite ça à personne. Parce qu'un fantasme, c'est merveilleux, mais quand il se matérialise, c'est souffrant. Oui, oui. C'est très, très, très souffrant. Et là, pendant 2 ans de ma vie, je n'ai vécu qu'en ne pensant que ce gars-là. C'est un prostitué, là. Il faut être malade rare pour penser que ce gars-là va finir dans ta vie. Et quelqu'un en plus qui se disait bisexuel et qui aurait préféré vivre avec une femme, moi, j'étais sûr que je gagnerais.
J'étais sûr que je gagnerais. Et là, j'ai décidé d'y aller à fond. Hein. Alors là, je me suis mis à boire plus que jamais. Là, pour arriver à garder le gars, c'était la marijuana, c'était les repas fins, je ne vivais que pour ça. J'étais plus capable de travailler. J'allais faire rire à bien à l'époque et les gens étaient obligés de me soutenir. Je ne pensais qu'à la fin de la journée à savoir est-ce qu'il va venir ce soir. Est-ce que je vais l'appeler ce soir? Est-ce que je vais le faire venir ce soir? Puis à un moment donné, ben écoute, j'ai tellement été down que j'ai été obligé de me retrouver dans une clinique de désintox. Et puis, c'est là que, heureusement, que j'ai des amis et que la clinique en question a défendu ce gars-là de m'approcher parce que j'étais rendu, moi, que je braillais dans les escaliers de la clinique parce que je voulais vendre ma maison pour ouvrir un studio de son à ce gars-là. C'est une dope, hein? J'étais devenu complètement malade. C'est une dope. Ouais. Mais c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai vécue dans ma vie. Non, dans ce sens. C'est un grand enseignement qu'on se donne à soi-même. J'étais allé au bout de l'affaire. Hein? Oui, c'est un grand enseignement qu'on s'offre à soi-même. Oui, c'est sûr. J'ai souffert. Et puis après ça, la chose merveilleuse qui m'est arrivée, c'est que j'ai décidé de vivre seul. Et de vivre, mais ça me prend des passions. Que ce soit une pièce de théâtre que je vais monter, que ce soit un tableau que je vais faire, il faut qu'il se passe quelque chose tous les jours. Je suis encore dépendant, il faut que ce soit passionnel. On peut exulter, pas juste en faisant l'amour. Non, c'est ça. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans aussi, c'est comment aussi moi, je pense que c'est difficile de répondre à une dépendance sans toucher à la création, sans toucher à quelque chose de créatif. Parce que la souffrance profonde, c'est un élan de création qui n'est pas, tu sais, ton besoin de l'autre et tout ça, il étouffe en même temps un élan de création qui n'est pas manifesté, qui n'est pas vécu. Et moi, je trouve, tu sais, quand quelqu'un est vraiment dans un problème de dépendance, on va aller vers quelque chose de créatif. On ne tentera même pas de comprendre tout le problème et de régler tout le problème. On va d'abord aller faire quelque chose que vous aimez beaucoup et qui va apporter une satisfaction et qui ne repose pas sur telle personne ou telle personne. Puis que j'ai besoin de telle expérience qui repose sur c'est vous, votre rapport avec vous. Puis tout à coup, tu te dis, quand j'écris, quand je peins, quand je fais telle affaire, il y en a que c'est même... La cuisine? Oui, c'est ça. Il y en a que c'est la cuisine. Il y en a, j'ai entendu une fille, c'était quand je fais le ménage vraiment à mon goût. Ah oui, moi j'ai pogné un buzz en faisant la vaisselle. J'ai pogné un vrai buzz en faisant la vaisselle, une expérience spirituelle profonde. J'ai expliqué ça à un moment donné au monde, j'ai fait arrête Éric, là, parce que ces gens-là peuvent peut-être pas comprendre. C'est ça. Mais quand on fait quelque chose de façon créatrice. C'est sûr que, faut que tu prennes conscience de la situation, c'est la première étape. Puis j'ai l'impression que quand tu es dans le problème, c'est ça, t'as le nez sur le problème, puis tu la vois pas, la situation. Fait que si tu te rends compte que t'as pas d'amis, que t'as pas d'autres intérêts que les intérêts de ton conjoint ou de ton chum, c'était déjà des premiers signes. Puis je pense que c'est ça, il faut apprendre à cultiver nos propres intérêts, puis c'est ça, avoir une vie en dehors de ce conjoint-là. Les témoignages de nos invités me touchent beaucoup. C'est comme la description d'une prison intérieure, comme la description d'un manque de liberté et en même temps la réponse à un appel tellement profond de s'unir à quelqu'un, mais qui finit par être une trappe, par être un piège. Alors c'est ce qu'on va regarder avec eux dans la prochaine séquence. On va parler dans un premier temps un peu des pièges, des trappes de cette dépendance affective-là. On a déjà esquissé un petit peu, mais les trappes et quels ont été les éléments déclencheurs pour vous de vous dire « moi j'en sors de ça ». OK? Enfin, vous pouvez y aller. Les trappes aussi, dans mon cas, en tous les cas, c'est de ressembler à ma mère. J'ai dit, voyons donc. Ressembler à ma mère, je ressemblais à ma mère, je ressemblais à ce qu'elle... Et toute ma vie, j'ai pensé... Je me suis battue contre elle, jamais au point, jamais verbalement, mais... Résister. J'ai résisté contre ma mère toute ma vie. Puis à un moment donné, tu t'assois et tu te dis, tout ce que j'ai essayé de pas faire, c'est de lui ressembler, puis je suis pareille. Parce que, et je pense que c'est ça, le plus gros des problèmes, enfin dans mon cas, parce que j'ai eu une famille très amoureuse. Ma mère était amoureuse de mon père, ça n'avait pas de bon sens. Et les enfants voient tout.
même si c'est jamais parlé devant eux, et ils perçoivent des choses. Et je voyais bien que mon père adorait ma mère, mais en même temps, il disparaissait, puis peut-être qu'il y avait des blondes, etc., etc., etc. Et là, je disais, mon père est pas parfait. Je savais pas pourquoi, mais il est adulte, il doit avoir des raisons. Comment ça se fait que ma mère reste là? Puis je disais, ça doit être ça, se faire aimer. Ça doit être ça, aimer. De prendre aussi les imperfections de l'autre, de subir jusqu'à un certain point. On voit pas que sa mère reste là parce qu'elle a des enfants, puis que si elle s'en va, elle n'a plus d'argent, etc., etc. On voit ça en vieillissant. Mais au point de vue affectif, au point de vue purement là, des intentions intérieures, c'est les premières choses que tu remarques, c'est l'ambiance qu'il y a à la maison. Et ma mère regardait mon père comme si c'était la dernière chose descendue sur la terre. Et donc, j'idéalisais aussi tous mes hommes comme ça. Moi, quand ils vont m'aimer de même, je serai une femme accomplie. Je serai aussi une femme. Parce que ça fait partie, c'est pas rien que le show business. Elle voulait que je sois là-dedans. Je suis arrivée là-dedans. C'est le fun. Ils m'aiment. J'ai reçu des trophées. Je reçois de l'argent. Tout est réglé. Mais maintenant, c'est l'autre bout qu'il faut que je règle. Et à quel prix? Et, donc, c'est l'idée d'être admiré par un homme et d'admirer un homme comme ta mère aussi aimait et admirait. Absolument. Absolument. Parce que c'était la seule façon d'exister. Donc, j'existe dans les yeux d'un homme. Voilà. Voilà. Et je n'existe que dans les yeux d'un homme. C'est ça qui compte. C'est valorisant. Exactement. Ah oui, je n'existais que par les yeux d'un homme. Je n'étais qu'une femme, une vraie et une seule indépendante, que s'il n'y en avait qu'un seul. Se faire aimer par 112, c'est 112 personnes, c'est une foule à ce moment-là. C'est une foule. C'est pas se faire aimer, c'est impersonnel. Mais une personne qui t'aime, wow, là tu commences à devenir intéressant. Éric, toi, les pièges, les trappes, comment tu identifierais ça? Qu'est-ce qui... Les pièges de ma dépendance affective, ouais. Ben, c'est toujours c'est de bien identifier le genre de personnes qui me font tomber dans ces pièges-là. Il y a un type particulier, un peu comme André faisait référence. Il y a des éléments déclencheurs. Il y a des gens qui, tout de suite, là, nous allument, hein, je veux dire, puis tu les sens tout de suite, là, tu fais « wow ». Et tu dis « Oh, que j'irais loin avec cette personne-là. Oh, c'est pas ça qu'il faudrait qu'on se dise « Elle va me faire bien, je vais me faire bien mal si je suis avec cette personne-là. » Parce que je m'en vais tout de suite. Alors, on s'en va pas, on reste là. D'ailleurs, exactement, maintenant, je suis capable d'identifier, de voir la différence entre ce qui est, dans le fond, mon élan nocif et ce que moi, j'ai besoin. Longtemps, aujourd'hui, je fais la différence entre mes désirs et mes besoins. Mm-hmm. Mes désirs, ça aurait été d'aller vers quelqu'un comme ça, là, vraiment qui m'allume, mais mes besoins, c'est pas ça. Mes besoins, c'est d'être aimé pour ce que je suis, recevoir l'amour, simplement, pas vivre dans la chicane, pas vivre dans la jalousie, grandir. Pour moi, un couple qui fonctionne, souvent, je dis en amour, moi j'ai une théorie qui s'appelle la théorie des 3 C. La confiance, la croissance, la complicité. Il y a un autre C qui est le Q, mais celui-là, c'est un C silencieux. Mais si tu as ça... Ça dépend comment on fait ça. Oui, mais pour moi, cette théorie-là, elle est importante parce que si un de ces 3 C-là qui ne fonctionne pas, à ce moment-là, c'est que ton couple s'en va. Ouais. Mais des gars qui parlent de même, c'est rare qu'on en rencontre, là, Guy. Oui, mais il est allé au feu, lui, là. Il est allé au feu. Il s'est brûlé. Toi, tes gangs d'hommes, c'est sûr que ça marche, sont de même. Mais comment ça se fait, nous? On n'en rencontre pas du monde de même. C'est parce que les gens ne parlent pas non plus aussi. C'est des choses qu'on cache. Quand tu parlais de l'ombre, notre côté ombre. Mais toi, est-ce que tu en parles parce que tu es à la télé ou tu es quelqu'un qui en parle? Ah, j'en parle avec mes amis, absolument. C'est sûr que... Bon, il y a toujours... ça dépend du niveau d'attention qui est autour de moi. Il faut quand même faire un peu attention parce que c'est un sujet délicat encore aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent nous pointer du doigt parce qu'ils pensent que finalement, c'est une très grande, grande faiblesse. Tout ce que je voulais, moi, c'est d'être aimé. C'est rien de grave, là. C'est pas méchant. L'émotion, elle est pure au départ. C'est comment moi, je l'assimile. Qu'est-ce que je fais pour être aimé qui est grave. Mais maintenant, j'essaie de ne plus avoir ces réflexes-là. Parce que moi, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que quand ton histoire entre les désirs et les besoins, ce que je comprends, c'est que tu as différencié
une partie de toi qui est du domaine d'un certain type de désir qui correspond, elle, au fond, qui est axée sur des blessures. J'ai des blessures, puis j'essaie de combler ça comme ça. Absolument. Tandis que mon besoin plus profond, c'est qui repose plus sur une connaissance de soi et qu'il y a quelque chose de moi qui dépasse ces blessures-là et qui a besoin d'autres choses pour vivre, pour nourrir, pour se nourrir. Pour... C'est tough de rester dans ses besoins puis d'accepter que ça fasse pas toujours mal. Moi, ça m'a pris longtemps à accepter que l'amour, ça faisait pas mal. Encore aujourd'hui, il faut que je me batte avec cette notion-là, que ça fait pas mal, c'est simple. Puis on est bien là-dedans. Ça devrait être ça. Je le sais. Ça devrait être Pauline, c'est quoi les pièges et les trappes toi, autour de tout ça? Bien, c'est difficile de... C'est pas un événement particulier. Avec le j'ai fait une rechute, donc je me dis, j'avais pas assez, je m'étais pas assez soignée. J'avais pas assez écrit non, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à comprendre. J'ai encore quelque chose à comprendre. Oui, tout simplement. Mais oui, c'est ça. Mais est-ce que je vais finir par le comprendre parce que c'est tellement fort en moi? J'ai tellement... je le disais dans Florida, j'ai une scène qui me revient. J'ai tellement d'amour à donner, mais c'est vrai. Puis j'ai besoin... Et moi, je suis une génératrice d'amour. Moi, là, quand je suis quelque part, j'aime ça, l'amour qui tourne. Là. Puis ça, que j'en donne, puis que j'en reçois. Je suis très, très aimante. J'ai été très maternante aussi. Donc, c'est un peu tout mélangé, ces affaires-là. Elle est encore pareil, hein? Avec les amis, je suis moins pire. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'étant seule, c'est moins difficile pour moi de vivre seule parce que j'ai pas tous ces compromis-là à faire. Et ça me prendrait vraiment... Il va falloir que j'aille... que je finisse par trouver un homme qui est assez évolué, puis pour pas retomber là-dedans. Mais ça, c'est là. Ce que tu souhaites, c'est un compagnon qui est averti autant que toi, puis que vous cheminiez à deux, parce que ça se joue à deux, cette game-là. Il faut que ça soit ça. On quitte souvent notre dépendance à contre-cœur. Je veux dire, c'est pas souvent... On est un deuil à faire. On le sait, là. Je veux dire, on voudrait le prochain fixe, là, mais on le sait que c'est pas bon. C'est pas ça. Guy, dirais-tu que c'est une cause désespérée? Parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les premières choses qui nous animent quand on rencontre quelqu'un, même si on veut pas être séduite, c'est justement la séduction. C'est la première chose avec laquelle il va s'approcher de toi, il va être fin, il va être beau. C'est la séduction. Et qui ne veut pas être séduit? Ouais. Qui ne veut pas être aimé d'abord par cette chose-là? Ça finira plus, ça, cette affaire-là? Non, je pense qu'effectivement, à mesure que la création devient, que cet élan-là de création puisse être vécu pour lui-même, sans l'attente de l'amour, de la reconnaissance de l'autre et tout ça, à mesure que tu fais de l'expérience de cet ordre-là, et à mesure aussi que tu te rends compte que l'amour romantique est une façon où on vient vivre et créer des écueils et tenter de se comprendre à travers ça, je pense qu'il devient un peu relatif. On est moins sujet. Je ne veux pas dire que l'amour... Je pense que l'amour humain, c'est une affaire extrêmement importante, intéressante, mais je pense qu'elle se vit autrement un petit peu aussi. Et moins dans j'ai besoin que tu me regardes pour que j'existe. Et plus regardons ensemble quelque chose. Alors, il y a vraiment des expériences qui peuvent être faites à ce niveau-là. Mon Dieu, il nous a donné toutes des affaires pour s'amuser avec. Il y avait juste à pas nous le donner, ça. Non, mais tu peux t'amuser parce que ça, c'est important aussi. Non, c'est pas la question de pas s'amuser avec, c'est la question de rester pris dedans et de penser que si je m'amuse pas avec ça, il n'y a rien d'autre qui existe, puis moi, j'existe plus non plus. C'est ça le problème. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, docteur? On s'en rencontre à un point où je pense, quand ça devient difficile de vivre, mais on s'enfonce. Puis moi, je me souviens, quand je me suis enfoncé, je m'en suis pas rendu compte. C'est une fois sorti de là que j'ai regardé là, comment j'étais avant, ce que j'imaginais que je pouvais être. Puis au moment, un peu le fait que je descende vers c'est un genre d'enfer amoureux, là. Puis surtout quand tes amis t'appellent pas ou ils te passent des messages ou tes activités, certaines de tes activités, tu les laisses tomber. Comme par exemple, tu fais un sport, mais tu vas être avec elle parce que ce soir-là, elle ne travaille pas. Donc, là, j'irai pas à soir, puis j'irai pas l'autre soir, puis finalement, j'y vais plus. Et quand tu rencontres des gens, tu parles juste de ta blonde, de ta blonde, de ta blonde. Puis là, finalement, tu dis, t'as-tu quelque chose d'autre dans la vie à nous parler, là? Tu t'oublies complètement. Tu t'oublies complètement. Et il me dit, il y a quelque chose d'important dans la vie, on peut faire des erreurs, mais le pire là-dedans, en fait, faire une erreur, c'est pas grave, mais la répéter,
c'est devenu plus grave. Il la répète encore et tout ça. Fait que je pense que s'asseoir après une relation comme ça puis y réfléchir, mais ça nous empêche de retomber un peu dedans. Quand on est prêt à se regarder et à se dire, ben écoute, j'ai un problème là. C'est sûr que si on se dit, non, j'ai pas de problème, c'est la faute de la fille. C'est facile de dire ça, mais après ça, on se ramasse avec une autre relation similaire, puis une autre, jusqu'à temps que là, ça devienne vraiment critique. Puis qu'on perde beaucoup de choses autour de nous, même nous-mêmes, je pense. Pourquoi est-ce que nous jouons à tout cela? À cette prison de la dépendance affective, avec son manque de liberté, son manque d'autonomie, ses submergements intérieurs comme extérieurs. Nous jouons à tout cela parce qu'il y a un passé qui nous tient. Parce qu'il y a des peurs. La peur d'être abandonné, la peur de déplaire à l'autre, la peur de dire non. Et aussi, on joue à tout cela parce qu'il y a des croyances, c'est-à-dire des interprétations limitées de ce que je suis, qui me font penser intérieurement, mais sans jamais que je me le dise à moi-même, je vaux rien dans le fond. Alors, je suis bien mieux de rester avec quelqu'un, et peu importe ce que je dois payer, je vais quand même avoir un petit peu d'attention. Moi, je pense que de toute façon, on est toujours en position créatrice. Alors que je crée un désordre terrible ou un désastre, ou que je crée un grand amour, je suis toujours en train de créer quelque chose qui va me permettre de me connaître, de me reconnaître, de reconnaître des parties de moi-même et d'avancer. C'est-à-dire de devenir un. C'est se vivre soi aussi. Moi, j'ai vécu une expérience à un moment donné dans un de mes ateliers que je faisais justement, où on prenait une corde. Là, on est en train de passer dans la dernière partie qui est plus comment on s'en sort de l'affaire. Vas-y, vas-y. Vas-y. OK. Alors, à un moment donné, il y avait un exercice où on devait prendre une corde et la personne nous avait demandé de délimiter quel était notre territoire, la bulle qu'on avait autour de nous. Alors moi, pour faire rire tous les gens qui étaient autour de moi, je prends ma corde, je fais ça comme ça. Pour les sauver de même. Je fais un immense pénis en avant de moi, tu sais, puis là, tout le monde riait, tu comprends? Mais à un moment donné, je me suis aperçu que cet espace-là, dans le fond, qui était en forme de pénis, mais qu'après j'ai remis en bulle, bon, une fois que le rire était passé, je ne l'occupais qu'à moitié. J'avais un espace, ma bulle n'était occupée qu'à moitié. Parce que, dans le fond, ce que moi je faisais, c'est que je donnais le pouvoir à l'autre de prendre toute l'autre moitié de ma bulle. C'était ça mon affaire. Et ça faisait des mois et des mois, même après ma thérapie, que j'étais triste. J'étais dans une foule de 100, 200, 1000 personnes et je me sentais toujours seul. Et à ce moment-là, il y a eu un déclic en moi. J'ai fait, je n'ai qu'à réoccuper finalement cet espace-là. C'est mon espace, ça m'appartient. Et je dis souvent que j'ai passé de la solitude à la plénitude parce que j'ai réoccupé finalement ce qui m'appartenait à moi. Dans le fond, c'est le début, si on veut, d'une relation saine avec quelqu'un d'autre. Si l'autre personne occupe sa bulle, que moi j'occupe ma bulle, dans le fond, on n'est pas en train de piler dans la bulle de l'autre et on se respecte, on a chacun notre territoire. Ce qui nous montre bien aussi qu'au cœur d'une crise liée à une dépendance affective, on est très, très proche de l'essence des choses, tu comprends? Moi, je pense qu'on crée des crises pour se guérir. On les crée pour se dire, tiens, je vais prendre conscience de ça, puis je vais passer à travers. Alors, ce que tu es en train d'écrire là, c'est le passage-là de la solitude à la plénitude. Hein? C'est très intéressant parce que ça nous montre aussi que tout est fonction d'une interprétation ou d'un regard qu'on a sur notre propre réalité. Absolument. Parce qu'il n'y avait rien qui a changé, là. Non, j'étais le même gars. Tu étais le même gars qui... Ça a fait clic. Ben oui. Prends ta place, que c'est ça. C'est ça. Tu sais, fais juste réoccuper ton espace. Arrête d'attendre que quelqu'un d'autre comble cet espace-là qui t'appartient. Daniel, tes trucs à toi pour se rendre compte, pour s'en sortir, oui, de la dépendance affective. les conseils de grand-maman Daniel, là. Oui, grand-maman Daniel, elle peint, oui. Non, c'est un fait que... C'est un fait que... Elle vit à la campagne. Oui, j'ai vu à la campagne. Ça, c'est extraordinaire. J'ai mis beaucoup de silence. Tu vas faire une autre demande en mariage, là? J'ai mis beaucoup de silence et je n'admets pas qu'on embarque dans mes affaires. Si j'ai mes coins d'ombre, j'ai mes secrets, etc. Tu as toujours été comme ça, toi? Oh non, ben non. Tout le monde sait tout, tout le monde sait... Tu racontes tout aussi. Maintenant, tu es plus réservé. Non, c'est ce que tu penses. C'est pas pareil. Ça, c'est juste des anecdotes comme ça. C'est ce que tu penses. Non, il y a des grandes choses. Et puis,
je me donne le droit de dire, garde, fais un effort de me séduire. Fais un effort. Regarde, c'est le fun, mais je me laisse jamais endormir par le premier niveau. Premier niveau, il est beau, il est fin. Oui, j'ai envie d'avoir de l'intimité avec lui. Oui, regarde. Mais le deuxième niveau, là, quand il n'y a plus rien à dire, quand c'est le fun, est-ce que je t'aimerais autant quand ça sera moins excitant? Je me suis donné le droit d'attendre que ça m'arrive pour savoir si je vais être bien là aussi. C'est une question d'intimité avec soi dont tu es en train Oui, de parler. exactement. Ton dialogue avec toi-même ne s'éteint pas parce que l'autre est présent. C'est ça que tu es en train de dire. Exactement. André, des petits trucs ou de la création sûrement? Moi, oui, d'accord. Mais ça n'a pas été des moyens que j'ai pris pour. C'est-à-dire que quand j'ai pris ces moyens-là, c'est là que je me suis rendu compte, je tombe bien mieux, moi. Moi, personnellement, je pense que si je n'avais pas vécu ces choses-là à fond, j'étais pas allé au bout, j'avais pas bu le calice jusqu'à la lie, je serais sûrement encore dans le même état. Okay. Je veux trop les affaires, puis je veux trop réussir les affaires pour ne pas avoir, au moins, moi, mon fantasme, je l'ai baisé, ce gars-là. Tu comprends-tu dans ma tête, là? Maintenant, à un moment donné, tu es obligé de te dire des choses comme ça. Tu te dis, je l'ai vécu. Ça m'a coûté cher. As-tu le goût de revivre ça? Pas du tout, parce que tu l'as vécu. Mais si tu l'as pas vécu, tu vas être tenté de te... Mais quand ça te fait souffrir au bout, là, si tu es un maso fini, tu vas rester comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Mais à un moment donné, quand tu vas au fond de la douleur, tu te rends compte que c'est pas le chemin. Tu t'es enseigné ce qu'il fallait que tu apprennes là. Alors, j'ai une dernière question. On va terminer avec ça. On va faire un petit tour avec ça. Qu'est-ce que ça vous a donné, cette expérience-là, de connaître la dépendance affective? Au positif, je veux dire, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a fait dans votre vie? Ben moi, je me dis, au moins, j'ai connu l'amour. Tu sais, aimer, là, à la folie, passionnément, je me trouve chanceuse, parce qu'il y en a qui vivent jamais ça de leur vie. Tu m'as encore volé les mots de la bouche, toi? Mais c'est épuisant. C'est vrai. En amour, il faut tout risquer si on veut tout avoir, je pense. Il s'agit juste d'investir aux endroits où ça vaut la peine d'investir, où on pense et éventuellement récolter, même si on ne sait jamais si on le fait. Puis d'avoir identifié ma dépendance affective, je pense que ça fait de moi quelqu'un de meilleur aujourd'hui, quelqu'un de plus, en tout cas, plus responsable en amour, moins avec les yeux fermés en prenant le volant. Là, je sais un peu plus où je m'en vais. Moins victime de lui-même. Absolument. Je ne suis plus une victime aujourd'hui. Là. Je décide moi-même. Là. Je sais où je m'en vais. Moi, c'était de réaliser que j'étais capable d'aimer. Ça, c'est parce que tu as l'impression, après ça, que tu dis, si c'est un faux sentiment, c'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Mais finalement, tu t'aperçois que oui. Et ça finit, ne serait-ce que de t'aimer toi, qu'il y a plusieurs sortes d'amour, qu'il y a plusieurs formes à l'amour, et que oui, je suis capable de le faire. Et ça, qu'il n'enferme pas toutes, c'est ça que tu es en train de dire, qu'il n'y a pas toutes les formes d'amour qui enferment. Exactement. Pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, exactement. Ouais. Il y a toutes sortes d'amour et que c'est très formateur. Et qu'on est fait finalement juste pour ça. C'est fini. Oui. André, le mot de la fin. Quand tu vas jouer au blackjack au casino, tu as des tables à 10$, tu as des tables à 100$. Si tu veux gagner plus, tu vas ces tables à 100$. Moi, dans la vie, j'ai toujours joué ces tables à 100$. Ça fait plus souffrir, mais quand tu gagnes plus. Et je veux dire, ce que tu en récoltes, ce que j'en ai récolté maintenant, moi, je suis très, très fier de tout. Mes aventures les plus malheureuses, pour moi, maintenant, c'est les plus belles choses que j'ai vécues dans ma vie, parce que ça m'a permis de comprendre plein de choses, puis d'avancer, puis ça m'a amené à ça. Si tu veux, je te dis, je peux pas faire autrement que de remercier toutes ces aventures-là. Alors, c'est à mon tour de vous remercier infiniment. C'était une belle rencontre. Merci beaucoup. Merci. Merci, Guy. Merci, Guy. Une réunion exceptionnelle, une exceptionnelle rencontre. On s'est rendu compte que derrière un problème comme la dépendance affective, il y avait des questions existentielles qui étaient en jeu. Est-ce que j'existe encore si l'autre ne me regarde plus? Est-ce que j'existe quand je suis dans mon élan? Et je pense qu'on peut en apprendre plusieurs choses. La première chose, c'est que, d'abord, si vous êtes dans cette situation-là, si vous êtes reconnu à la maison, c'est très important de ne pas la juger, la situation, de l'accepter telle qu'elle est. Dans tous ses aspects, comme Éric nous disait, même les pires drames qui sont associés à ça. Accepter la chose comme elle est. Dans un deuxième temps,
de reconnaître toutes les résonances, tout ce que ça fait résonner en moi, parce que je ne suis pas en train de répéter ça pour rien. Je suis en train de répéter ça pour apprendre mes interprétations limitées de la vie et de moi-même. Je suis en train de répéter ça pour apprendre mes peurs, pour les connaître et savoir mieux gérer qui je suis. Et bien sûr, je suis en train de répéter ça pour apprendre à être plus fidèle à ce que j'aime, à ce qui me fait plaisir, à mes élans de vie, à mes élans de création, à mes élans de transformation de la vie. Donc, bien sûr, tout ça va se faire petit à petit, goutte à goutte. Il se peut même que vous soyez en train de m'écouter et que vous vous disiez, mais moi, je ne sais même plus qu'est-ce qui me fait plaisir tellement que je me suis soumis à l'autre. Alors peut-être c'est l'occasion de se dire, j'ai besoin d'un peu d'aide pour me retrouver, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin d'un lieu que j'aménage en thérapie ou ailleurs pour me dire, tiens, ça t'appartient et tranquillement, je peux me retrouver. De quoi, quand on dit se retrouver, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retrouver sa vitalité, retrouver son goût de vivre et retrouver un goût de vivre dans la liberté. Pas dépendant d'un autre, pas soumis à un autre, mais bien sûr en union avec quelqu'un, dans l'amour, dans l'amitié, au travail, uni au fond, de l'intérieur, à toute l'humanité dont on fait partie.